Une femme noire au volant d'une BMW grise roulait lentement dans un quartier résidentiel chic et silencieux. 3 minutes plus tard, son visage était plaqué contre le capot brûlant de sa propre voiture. Pas de sirène, pas d'explication, aucune raison, juste un policier blanc, armé de soupçons, d'ego et d'une lampe torche qu'il n'aurait jamais dû porter. Il fouilla son coffre comme s'il cherchait de la drogue, ne trouva rien et l'arrêta quand même, souriant comme s'il venait de gagner une bataille. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la femme qu'il venait d'humilier en pleine rue était une haute responsable du FBI, formée pour démanteler des réseaux criminels 2 fois plus pourris que lui. Elle ne s'est pas débattue, elle a observé, elle a calculé. Car au moment même où il l'a touché, il a cessé d'être un policier et est devenu une preuve. Ce n'était pas une arrestation injustifiée. C'était le début d'un règlement de compte qui allait transformer un tribunal en scène de crime et dévoiler une chaîne de mensonges bien plus vaste que ce simple contrôle. Revenons à cette nuit-là. Il était un peu plus de 22 heures. Les rues étaient calmes. Ce genre de silence qu'on ne trouve que dans les quartiers riches, là où le calme s'achète, et où chaque ombre est filmée par 3 sonnettes connectées. Mariana James revenait d'un briefing tardif, un de ces jours où la justice ne s'arrête pas au coucher du soleil. Elle repassait encore dans sa tête les dossiers d'une opération fédérale récente. Elle ne roulait pas vite. Elle n'était pas distraite. Elle était juste noire dans une BMW, dans le mauvais code postal. Les gyrophares ont illuminé son rétroviseur, rouge et bleu, tournant sans un bruit, comme une menace silencieuse. Pas de sirène, juste cette peur muette que chaque conducteur noir aux États-Unis ressent instinctivement. Elle s'est arrêtée, a posé ses mains sur le volant, a respiré. La voiture de patrouille ne s'est pas simplement arrêtée. Elle s'est jetée sur la sienne. Pare-choc contre pare-choc. La portière du conducteur s'est ouverte lentement, et elle l'a vu. L'officier Brent Kellerman. Blanc, large d'épaules, il marchait comme s'il possédait la rue. Sa lampe torche a tranché la nuit, droit dans les yeux de Mariana. Pas de bonsoir, pas de demande de papiers, juste la lumière, juste le pouvoir. Sortez du véhicule, dit-il. Pas de cause, pas d'accusation, juste un ordre, sec et naturel, comme si elle avait déjà été condamnée. Mariana n'a pas bougé. J'aimerais savoir pourquoi, dit-elle. Calme, direct. Il ne répondit pas, pencha simplement la tête, avec ce petit sourire, et contourna la voiture. Lampe torche vers le bas. Clic. Le coffre s'ouvrit. Clic. Le coffre se referma. Puis il revint, se pencha tout près d'elle et prononça 2 mots glacials. Bonne chance. Puis il la menottait. Il pensait qu'elle n'était qu'une statistique de plus. Il ne réalisa pas qu'il venait de devenir l'une d'elles. Le lendemain matin, une convocation arriva. Délit présumé, arme soi-disant trouvée dans le coffre. Vidéo dashcam mystérieusement coupée de 22h10 à 22h17. 7 minutes disparues. 7 minutes où tout a basculé. Mais Mariana, elle ne paniquait pas. Elle construisait. Elle rassembla les fichiers, les horaires. Elle connaissait le procureur adjoint Michael Griggs, jeune, ambitieux, obéissant à la règle, mais seulement quand cela servait sa carrière. Il venait d'être promu 3 jours plus tôt.
Et devinez qui s'occupait maintenant des dossiers de Kellerman. Exactement, mais Mariana avait accès à quelque chose que personne d'autre ne connaissait. Un nœud de surveillance fédérale archivé sous le ministère de la Justice. Caméra 14A, métadonnées intactes, heure et date enregistrées. Elle vit Kellerman faire le tour de sa voiture. Seul, sans gants, sans partenaire. Aucun protocole. Puis elle le vit, sa main fouillant le coffre et plaçant un petit objet près de la roue. Analyse des empreintes, une seule correspondance. La sienne. Mais elle ne révéla rien au public. Pas encore. Elle attendit le procès. Le tribunal était froid, gris, prêt pour le spectacle. Kellerman, confiant, assis à côté de son avocat. Griggs présenta les preuves comme si elles étaient irréfutables. Ils montrèrent une photo. Mariana, debout devant le coffre, les mains tremblantes. Elle était nerveuse, dit Griggs. Comportement suspect. Mais les mains de Mariana n'ont jamais tremblé. Et quand le juge demanda un contre-interrogatoire, son avocat répondit « La défense se réserve, parce que le vrai moment n'était pas encore venu. » Le deuxième jour, Mariana se leva. « Votre honneur, dit-elle, puis-je soumettre la pièce 14B, clé USB, vidéo non coupée, cryptée par le ministère. » La salle devint silencieuse. La vidéo fut lancée. 7 minutes. Kellerman. Seul. Coffret ouvert. Pas de gants. Puis Mariana frappa fort. Vous avez dit que cela s'est passé le vendredi 10. N'est-ce pas? Kellerman acquiesça. Elle sourit. Vendredi était le 9. Et là, chaque dossier, chaque horaire, chaque témoignage de l'accusation s'effondra. Un juré chuchota. Il y a quelque chose qui cloche. Un autre se leva. Je souhaite être retiré du jury. Je ne fais plus confiance au processus. Le juge resta muet, incapable de parler, parce que ce n'était plus un procès. C'était une chute en direct. Et puis le rebondissement arriva. Dans l'enregistrement audio décrypté par Mariana, on entendait 2 voix, celle de Kellerman et celle de Cole, le procureur principal du district. Mais une 3e voix, féminine, dit quelque chose de glaçant. Le juge n'a pas besoin de la vérité. Il a besoin d'une version claire. Cette voix appartenait à la greffière du juge. Sa nièce? Oui. Ça allait aussi haute. Et Mariana, elle n'en était qu'au début. Elle remit 462 pages de dossier, plaintes scellées, enregistrements audio, demande de suppression. Elle montra comment Cole avait étouffé plus d'une 12aine de plaintes contre Kellerman, comment il l'avait même recommandé pour une médaille après une plainte pour brutalité policière. Tout fut dévoilé. Cole démissionna. Fait l'objet d'une enquête. Des témoins disent qu'il a lancé une chaise pendant son audition au ministère. Kellerman inculpé. Le DOJ lança la directive Holloway, du nom d'un ancien lanceur d'alerte que Cole avait fait taire. Mariana s'assura que son nom ne soit jamais oublié. Mais la justice a un prix. 3 jours après l'inculpation, une enveloppe blanche arriva chez Mariana. Aucun nom. Une seule phrase imprimée en noir. Tu crois que faire tomber 2 d'entre nous suffit, et ainsi commencèrent les représailles. Elle fut suivie, épiée. Un homme apparut sur des photos derrière elle, dans des magasins, sur des parkings. Pas un fan, pas un inconnu. Quelque chose de pire, une présence calculée. Mais Mariana ne broncha pas. Elle appela un contact. De ses jours sur le terrain. Surveillance externe, dit-elle. Rien de plus. Et elle retourna travailler. Comme si de rien n'était. Le mouvement naquit doucement.
Un mémo fuita. Sa présence complique les choses. Et cela se répandit comme une traînée de poudre. Des étudiants en droit l'imprimèrent sur des t-shirts. Des juges la citèrent en audience. Des procureurs accrochèrent son nom à leur dossier. Et Mariana ne posta jamais rien. Elle continua simplement à faire son travail. Jusqu'au jour où elle quitta son bureau, éteignit les lumières, posa un enregistreur sur un dossier et appuya sur lecture, et sa voix, plus jeune, emplit la pièce. Ceci n'est pas une histoire d'innocence volée. C'est le dossier du silence enregistré. Alors maintenant, je vous pose la question. Si un policier ment dans son rapport, si un procureur cache la vérité, si une greffière couvre le tout, et que personne ne parle. La justice existe-t-elle vraiment, ou n'apparaît-elle que lorsque quelqu'un comme Mariana ose l'écrire? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est ça? La justice, est-ce que c'était trop tard? Auriez-vous fait la même chose? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Parce qu'une seule voix vient de lever le rideau, et maintenant, c'est à nous de décider ce que nous avons vu.